Voilà, nous sommes très heureux de nous retrouver pour cette deuxième session de notre grand colloque médecine, santé et sciences au cœur de la société. Pour cette deuxième session, la médecine dont la société des universités à l'offre de soins dans les territoires, Isabelle de Rondinger et le professeur Nanou Pham vont animer ce débat, vont présider ce débat. C'est un sujet essentiel pour les populations qui témoignent parfois, on le sait, de leur impatience, en tout cas manifestent souvent leur exigence vis-à-vis de notre système de soins. Nous allons ensemble voir les enjeux de la médecine au service des malades et des citoyens. Isabelle de Rondinger et Nanou Pham, je vous donne la parole. Mesdames, Messieurs, c'est en interprofessionnalité que nous allons ouvrir cette session, puisque Isabelle de Rondinger, directrice de l'école de maïeutique de Nantes, et moi-même, vice-présidente de la conférence des doyens de médecine, avons le plaisir d'ouvrir cette session qui est essentielle pour nos territoires. Durant ces 30 dernières années, la société a beaucoup changé. Et si le monde de la santé a bénéficié d'avancées médicales, technologiques, scientifiques majeures, en contrepartie, il doit faire face maintenant au vieillissement de la population, à la nécessité de prendre en charge un nombre croissant de patients atteints de maladies chroniques, de prendre en charge des personnes en situation de précarité, de redonner leur dignité aux personnes en situation de handicap, et aussi à faire face à la survenue d'épidémies, voire de pandémies, liées à des virus émergents. Notre système de santé a donc évolué pour être mieux structuré, mieux coordonné en termes de parcours de soins ville-hôpital, mais aussi hôpital-ville dans le cadre de varage ambulatoire. Organisation, oui. Complexification, certainement. Construction d'une tour de Babel, assurément, puisque maintenant, en fonction des intervenants, nous parlons un langage de sigles, dont les plus couramment utilisés sont MSP, Maison de santé pluriprofessionnelle, GHT, Groupement hospitalier de territoire, CPTS, Communauté professionnelle territoriale de santé. Mais que pensent les patients? Ou plutôt maintenant les usagers tels qu'on les appelle, eux qui sont au cœur de notre système de santé. L'organisation de notre système s'est-il adaptée aux besoins de la population? A-t-on tenu compte de leurs besoins d'une médecine de proximité ou au contraire, avons-nous demandé aux usagers de s'adapter à notre organisation? Quelles sont les propositions que notre intelligence collective vont amener à la problématique de l'inégalité de l'accès aux soins sur certains territoires? Comment gagner en attractivité médicale pour répondre aux problèmes de démographie médicale, voire de déserts médicaux que nos usagers rencontrent dans certains territoires? Et si nous devons remettre les usagers au centre de l'offre de soins, il est aussi essentiel de le bâtir avec les futurs professionnels de santé que sont nos étudiants, car c'est sur eux que reposera le système de soins de demain. Et dans ce sens, l'université est un partenaire nécessaire à la mise en place de ce système de santé. L'université doit être modélisante, elle doit enseigner et promouvoir un système de santé décloisonné dans son type d'exercice entre le secteur hospitalier et le secteur libéral, décloisonné entre les différents types de métiers, multidisciplinaires et nécessairement interprofessionnels. Et c'est parce que l'université a cette capacité de mailler le territoire entre professionnels de santé à travers l'organisation de stages de formation pour ses étudiants en santé, qu'elle va être capable de mettre en place ce qu'on appelle de nos voeux, c'est-à-dire une formation de proximité, une formation professionnalisante
car il faut aussi former nos formateurs de façon à ce que sur le terrain, en proximité, nous puissions donner envie à nos jeunes étudiants de s'installer sur les territoires qui ont tant besoin d'eux. Merci Nanou. Bonjour à toutes et à tous. Comme vient de vous le dire Nanou Femme, l'interprofessionnalité ne peut se concevoir sans le processus symétrique qu'est l'universitarisation. Olivier Labou nous l'a précisé ce matin. Il nous a cité une phrase fondamentale. Il a dit « L'université est la seule en mesure d'embrasser tous les champs disciplinaires dans les formations et la recherche en santé. » Débutée il y a plus de 10 ans, celle-ci engage la professionnalisation de l'université française. Elle impose, mais c'est aussi l'évolution de nos besoins en santé qui l'impose, de repenser nos modèles pédagogiques. L'université se révèle ainsi adaptative. Le déploiement de la pédagogie médicale ne se centre plus sur un métier, celui de médecin, mais sur des métiers, ceux de la santé, et ceux aussi à côté de la santé. Elle se recompose dans des scénarios inédits, comme par exemple le déploiement de la simulation in situ, imposant de fait à l'université de sortir de ses murs. L'université, par sa professionnalisation croissante, se voit conférer une responsabilité grandissante, une responsabilité sociétale. Elle l'assure, soyons-en certains. Pour exemple, elle se réorganise en pôle santé. Les étudiants l'ont bien compris, eux aussi. Sans discrimination, ils œuvrent dans un esprit interdisciplinaire. Nous pouvons aussi citer un exemple récent, il date de 2 ans, qui est l'expérience du service sanitaire. Déployé au cours de ces dernières années, ce service sanitaire permet la diffusion sur tout le territoire d'actions éducatives conduites par des étudiants en santé. Ces actions visent à favoriser l'interprofessionnalité des étudiants par la réalisation de projets communs à toutes les filières de formation. Nous pouvons ici aussi souligner l'engagement des étudiants, pleinement partie prenante dans ce dispositif de responsabilité sociétale. Ce matin ont été évoquées nos organisations en silo. Je préfère les désigner autrement, plutôt en tuyaux d'orgue. Pourquoi plus qu'en silo? Tout simplement car c'est l'ensemble des souffles dans ces tuyaux qui peut tendre à l'harmonie. Et que dire que depuis ce matin, je ne peux que vous remercier de nous avoir tous conviés pour rédiger une nouvelle partition musicale. Je vais avoir la chance de coordonner cette table avec Sylvain Gauthier, qui est médecin santé publique à UVSQ. Donc je crois que nous allons pouvoir directement nous orienter vers nos intervenants. Il nous semblait fondamental au cours de cette table ronde d'interroger prioritairement les usagers. Nous plaçons l'usager au cœur de notre dispositif. Donc bien évidemment, nous allons commencer par vous, Monsieur Raymond. Gérard Raymond, vous êtes président de France Asso Santé. Alors nous avons échangé, c'est une association qui est mature. Elle vient d'atteindre sa majorité. Elle rassemble 85 associations, je ne pense pas me tromper. Et surtout, elle possède un MAG qui s'appelle 66 millions d'impatients. Alors ne vous laissons plus dans l'impatience, Monsieur Raymond, et dites-nous ce que les usagers attendent de notre système de santé. Merci pour cette invitation. Et je considère qu'effectivement, on ne peut pas parler de santé, de soins, y compris dans les territoires, sans associer les principaux bénéficiaires qui sont les usagers de la santé. J'ai d'ailleurs l'habitude de dire que la plus belle découverte de ce début du XXIe siècle, ce sont les patients. Tout simplement parce que la loi des droits des patients date du 4 mars 2002, donc il a fallu attendre quand même le 4 mars 2002 pour considérer que les patients existaient et ils avaient certains droits. D'ailleurs, cela c'est une boutade, mais pour bien montrer tout de même quand même l'effort de notre société à considérer aujourd'hui que les usagers de la santé ne sont pas simplement des consommateurs, mais aussi des acteurs de ce système de santé. Et donc cette loi consacrait des droits, mais aussi consacrait l'émancipation individuelle de chacun à pouvoir participer à son propre traitement et avoir un dialogue éclairé avec ses professionnels de santé. Mais surtout, ce qui nous intéressait, c'était collectivement
que les associations représentatives agréées du système de santé, l'agrément est arrivé 2 ans après, pouvaient et devaient être les représentants de ces usagers de la santé dans tout ce qui est l'évaluation et l'évolution de notre système de santé dans le cadre des institutions sanitaires de ce pays. Et donc, on voit bien par là que le rôle aujourd'hui que jouent les associations d'usagers de la santé est un rôle primordial. J'aime pas le mot j'aime pas qu'on nous mette au cœur, parce que je préfère être aussi avec vous pour travailler sur la problématique de l'organisation, de la qualité et de l'évaluation. Mais je comprends parfaitement votre discours. Je vous remercie, Madame Pham, pour avoir posé les bonnes questions, parce qu'effectivement, c'est important. Vous avez parlé d'intelligence collective, mais pour qu'il y ait intelligence collective, il faut qu'il y ait un collectif. Et dans ce collectif, eh bien, nous considérons que les usagers de la santé ont toute leur place pour apporter, dans le cadre, y compris de cette université-là, les attentes et les besoins d'une population sur un territoire donné ou tout au moins au niveau national. Ce qui est important, ce n'est pas que nous devons nous adapter à vos savoirs. Vous devez vous adapter à nos attentes et à nos besoins, et aujourd'hui on pourrait dire aussi à nos savoirs expérientiels qui sont les nôtres. Et donc il y a une nécessité de dialogue et certainement aussi de confrontation, mais de dialogue entre ce que nous sommes et ce que vous voulez faire. Et je vois avec beaucoup d'intérêt aujourd'hui la formation d'usagers de la santé, sous certaines conditions, c'est un peu d'actualité, de la formation de ces usagers de la santé pour venir aussi venir dans le cadre de l'enseignement des professionnels de santé, mais aussi dans l'accompagnement des pairs, etc., etc. Donc on voit bien aujourd'hui le rôle éminemment important que peuvent jouer les usagers de la santé dans la progression et l'évaluation de notre système de santé, et particulièrement, je terminerai sur les territoires, puisqu'on voit bien que lorsqu'on parle encore trop souvent, on confond trop souvent le terme santé et soins. Il faudrait véritablement basculer dans un système de santé, c'est-à-dire l'éducation à la santé, la prévention à la santé. Et je pense que dans les territoires, dernièrement, nous avons demandé à ce qu'il y ait de véritables parlements sanitaires de territoire, et non pas simplement des conférences régionales de santé, mais véritablement des parlements sanitaires indépendants qui puissent définir les besoins d'une population donnée en fonction, on le voit bien, des études ou des données de santé sur une population. Ça nous paraît très important de faire participer aussi beaucoup plus les citoyens et les élus à une vraie politique de territoire de santé. Et les professeurs de santé publique savent très bien ce que cela veut dire. Donc vous voyez combien, depuis maintenant, vous l'avez dit, 20 ans pratiquement, le rôle des associations de patients ou des associations d'usagers de la santé est primordial pour développer le système de santé, pour aussi permettre une meilleure coordination entre tous les acteurs de santé. Je pense que ce nouvel acteur qui est le patient crée aussi cette dynamique de coordination. On parlait de tuyaux, mais voilà, pour que le son et la symphonie ne soient pas une cacophonie, mais bien quelque chose d'harmonieux, pour l'ensemble d'ailleurs des citoyens et des acteurs, pas simplement pour les patients. Et je pense que ce n'est que comme ça que nous arriverons véritablement à faire progresser notre système de santé. Allô ? Oui, c'est bon. Merci beaucoup, monsieur. Excusez-moi, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, monsieur Gérard Raymond nous parle de collectif, nous parle de collaboration, et je vais me tourner vers, en l'occurrence, Paul Frappé, qui est président du Collège de la médecine générale. Vous avez compris, on va essayer de cheminer depuis les besoins, l'offre de soins, pour remonter finalement à l'université et son rôle pour accompagner finalement les territoires. Paul, comment les professionnels finalement de santé que vous représentez sur cette table ronde se représentent-ils, intègrent-ils la dimension territoriale en matière de pratique, dans l'organisation, dans la collaboration interprofessionnelle ? Alors, merci beaucoup pour votre invitation sur ces sujets extrêmement importants qui nous touchent au quotidien.
Effectivement, le concept de responsabilité territoriale, c'est un concept qui est très à la mode, et peut-être que spontanément vient un autre concept assez à la mode qui est celui des CPTS, ces communautés professionnelles territoriales de santé, qui doivent rassembler les professionnels aussi bien du monde de la santé, les professionnels du secteur médical, mais aussi du médico-social sur un territoire pour qu'ils se coordonnent au-delà de leur propre patientèle. Mais en tout premier lieu, je pense que les professionnels de santé n'ont pas attendu ces CPTS pour commencer à se coordonner. En témoigne le développement des exercices regroupés, des maisons de santé pluriprofessionnelles, et peut-être même antérieurement déjà les groupes de pairs, ces groupes où les professionnels qui exercent sur un secteur proche venaient partager les problématiques issues de leur pratique, pouvaient déjà être une première étape vers la coordination des pratiques. Alors, si aujourd'hui les CPTS occupent le devant de la scène, peut-être qu'il y a un enjeu majeur à mettre en avant, c'est déjà avant tout de se refuser de percevoir ces CPTS à la fois comme des superstructures administratives où finalement on viendrait déposer un dossier devant l'ARS pour que toutes les cases soient cochées, et puis se refuser aussi à les voir comme étant, à les réduire à un organe de pilotage territorial, de gouvernance territoriale. Vraiment l'enjeu pour ces CPTS de notre point de vue est de les placer, les concevoir dans une logique très bottom-up, issue des besoins. On l'a vu pendant la crise Covid avec ces organisations qui se sont créées autour des centres Covid, autour même de CPTS-like qui se sont créés avec des groupes WhatsApp interprofessionnels qui ont émergé sur les territoires. Et c'est vraiment là, je pense, tout le sens de ces coordinations territoriales. Le dernier point, c'est le point de l'innovation au sein de ces coordinations, de ces coopérations. Et là vient l'enjeu autour des articles 51 qui permettent de mettre en place des expérimentations de transfert ou de délégation de compétences sur les territoires. Sur ce point-là, je crois qu'il faut prendre garde à ne pas, au risque qui existe derrière d'une perte de lisibilité du système de santé si on vient nier le rôle de chacun. Dans une logique un petit peu trop simpliste pour être bénéfique, qui serait le professionnel qui est en capacité de faire ça, pourquoi est-ce qu'il ne le ferait pas? J'en veux pour exemple certains articles, certains protocoles que l'on voit passer dans notre collège et qui proposent par exemple que les kinésithérapeutes prescrivent des arrêts de travail, et on sent bien le danger s'il y a une dérégulation complète de certaines tâches, simplement parce que le professionnel, tout le monde est en capacité de prescrire un arrêt de travail. On sent bien le danger dans la lisibilité du système et dans la régulation du système de santé. Voilà, tout ça pour dire peut-être en conclusion que, bien évidemment, toutes ces évolutions sont indispensables, elles sont nécessaires, mais il y a un enjeu derrière de maintenir une cohérence, un sens dans le système si on ne veut pas qu'il perde son efficacité et si on ne veut pas aussi qu'il y ait une perte de satisfaction à la fois des usagers et des effecteurs. Merci beaucoup, Paul Frappé. Vous positionnez le territoire comme étant un élément fondamental avec toute sa complexité. Vous évoquez les CPTS. Nanou, tout à l'heure, tu as évoqué les GHT. Moi, je vais m'adresser à vous. Thierry Godot, vous êtes président de la conférence des présidents de CME des centres hospitaliers. Et nous voyons bien que dans cette organisation territoriale, il y a de la complexité. Dans cette organisation territoriale, il y a un épicentre qui est souvent pensé comme étant l'hôpital, dans une liaison qui est plutôt unidirectionnelle, qui est de lien ville-hôpital, et qui parfois mériterait d'être pensée aussi dans l'autre sens, et non pas comme étant systématiquement une problématique d'aval. Donc nous aimerions avoir votre point de vue sur que peuvent faire les centres hospitaliers pour accompagner cette dynamique territoriale. Alors, oui, les GHT ont pris beaucoup de place dans le paysage des territoires. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on appelle un territoire ? Je crois que ça, c'est une vraie question. Et je pense que ce territoire, il doit être justement un peu réfléchi en termes d'offre de soins et en termes de responsabilité populationnelle. C'est-à-dire comment les acteurs d'un territoire, quel qu'il soit,
Donc là, il y a les patients, il y a la médecine de ville, il y a l'hôpital, il y a le médico-social, il y a les politiques, les élus, les acteurs sociaux. Comment ces acteurs réussissent à prendre en charge une population? Et comment ils prennent en charge, je dirais, sur les soins globaux. Et j'exclus l'hyper-recours, parce que souvent, on a un peu confondu justement les territoires avec ça. On estime d'ailleurs que souvent, c'est de l'ordre de 3 à 500 000 habitants. C'est surtout ce que fait le Québec. Alors après, ça dépend évidemment des métropoles et tout ça. Alors, moi, ce que je trouve aussi dans le système de santé aujourd'hui, y compris quand on parle des relations ville-hôpital, ben oui, ça ne fonctionne pas très bien pour plein de raisons. Déjà, les hôpitaux ne se causaient pas vraiment entre eux jusqu'à maintenant. Alors, il y a un peu de progrès. Alors, les GHT, je dirais, le bilan est un peu mitigé. Ça dépend beaucoup de la taille des GHT. Je pense qu'il y a encore un problème de périmètre dans certains territoires. Ça, c'est clair. Mais nous, on l'estime à environ 20% où il y a des problèmes de taille. Il y a quand même des GHT qui marchent bien. Mais il ne faudrait pas qu'on en arrive avec le GHT qui fonctionne de son côté et les CPTS qui fonctionnent de l'autre. Parce qu'aujourd'hui, dans les relations ville-hôpital, alors nous, on attend beaucoup des CPTS, justement, parce que globalement, l'hôpital n'a pas vraiment d'interlocuteurs structurés. Quand on veut mettre en place des filières, quand on veut mettre en place des organisations, eh bien, on a finalement autant d'interlocuteurs que d'acteurs, que ce soit les médecins, les pharmaciens, les soignants, les infirmières, les kinés, etc. Et ça, c'est une grande difficulté, donc on en attend pas mal des CPTS. Nous, on pense aussi qu'il faut qu'on arrive à faire, quand on parlait des besoins territoriaux, qu'on fasse un diagnostic territorial ensemble, des besoins de la population, parce que franchement, d'un territoire à l'autre, c'est différent, et voir justement comment, ensemble, on peut y répondre, les acteurs, et quand je parlais de l'hôpital, c'est aussi bien l'hôpital public que privé d'ailleurs, pour répondre à ces missions. On a des outils aussi de communication qui ne vont pas. Les systèmes d'information ne communiquent globalement pas entre eux. On a des problèmes dans le lien ville-hôpital aussi à travers ça. Donc il y a des choses à améliorer. Après, si on parle de l'angle hospitalier, je pense qu'on ne pourra pas faire l'économie de ce qu'on appelle la gradation des soins. On a un problème de démographie médicale, qu'on le prenne comme on veut, et puis on a un problème d'attractivité médicale qui est aussi que beaucoup de personnes ne veulent plus travailler en petites équipes. Donc dans le domaine notamment des équipes de spécialité, on arrive d'autant plus à recruter que ce sont des grosses équipes. Donc dans la réorganisation des soins, l'objectif, à mon sens, n'est pas qu'est-ce qu'on supprime dans le territoire, c'est comment on réorganise l'offre de soins dans le territoire, avec une offre de soins de proximité qui va jusqu'à l'hôpital de recours, par des équipes de territoire, justement, qui, comment, ensemble, répondent à ces besoins. Il y a inéluctablement des actes spécialisés qu'on ne peut plus faire partout, ça c'est clair, mais quand c'est du programmé, je pense qu'il vaut mieux faire 50, voire 100 km pour être opéré par une équipe qui a pignon sur rue, qui est organisée, qui a des soins aussi, une filière organisée, et comment on répond en proximité sur des actes plus courants, de la chirurgie ambulatoire, de la consultation avancée, des actes techniques. En plus, sur le plan médical, c'est attractif. On l'a démontré dans les équipes de territoire, c'est-à-dire qu'on recrute d'autant plus qu'en effet, des praticiens vont aller faire de la consulte avancée, des consultations spécialisées dans leur domaine de compétences. Et on peut recruter sur un établissement de taille moyenne parce qu'on va ouvrir le plateau technique de l'établissement principal. Ce qu'il faut savoir aussi dans l'organisation des soins, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse aussi à l'organisation interne de nos établissements pour mieux prendre en charge nos patients. Ça a été dit en introduction, on est dans le monde des maladies chroniques. On a des patients de plus en plus polypathologiques et là, on trouve, nous, dans les CH, qu'on a de plus en plus de problèmes peut-être vis-à-vis de la formation de nos internes et de nos futurs collègues. On recrute des spécialistes, c'est pour ça, en tout cas dans les hôpitaux de recours, on recrute souvent des hyper spécialistes. L'inconvénient, c'est qu'ils sont de moins en moins formés dans une formation un peu polyvalente. Or, dans plein d'endroits, pas obligatoirement les très gros, mais dans plein d'établissements et services de spécialité, c'est souvent la moitié des malades de spécialité, la moitié des malades un peu polyvalents, polypathologiques. Donc je pense qu'il faut réorganiser cette offre de soins probablement par moins de lits de spécialité,
plus de lits polyvalents dans lesquels les spécialistes interviendraient, et peut-être même aussi avoir des polyvalents généralistes, entre guillemets, ou autres, hein, on ne va pas relancer le débat, mais qui interviennent dans les services de spécialité. Et l'offre de soins, je pense, dans les hôpitaux de proximité est plus une organisation hospitalière de type polyvalente, avec des spécialistes qui viennent pour des actes techniques, qui donnent des avis. Donc là, c'est des questions qu'il faut se poser aussi pour adapter la formation. On a un problème actuellement justement par rapport à la médecine polyvalente. Ça, c'est un sujet sur lequel je reviens souvent. On a des besoins vis-à-vis des besoins des patients qui augmentent en milieu hospitalier, en médecine polyvalente et en gériatrie. Et actuellement, on a un problème de formation sur la médecine polyvalente. Après, est-ce qu'il faut réfléchir aussi à une formation initiale, peut-être avec un minimum de tronc commun un peu plus polyvalent pour certaines spécialités, et puis après faire sa spécialité? Je pense qu'il y a des sujets. Après, pour le décloisonnement ville-hôpital, et je vais en finir là, je pense que... alors si, pour les spécialistes, je pense que dans la formation, il faut inventer maintenant de plus en plus des stages type équipe de territoire. On est souvent attribué dans un service. Je pense que maintenant, les équipes sont multisites. Il faut que ces stages puissent aussi avoir, selon évidemment le projet, selon l'encadrement médical, une activité multisite, parce que les hospitaliers maintenant sont très souvent multisites, donc il faut les préparer aussi à cela. Et je pense surtout qu'il faut aussi des stages entre guillemets ville-hôpital, en tout cas que dans toutes les formations, il faut des stages en ville, mais aussi des stages à l'hôpital, parce que c'est aussi ce qui permettra de mieux comprendre comment les deux systèmes fonctionnent. Et voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à la formation. Il faut tout mettre en œuvre, en tout cas, pour que ces deux systèmes, ville et l'hôpital, se causent plus. Diagnostic territorial, nous, on apprenait le projet territorial de santé. Alors, il ne faut pas que ce soit un projet qui décline des bonnes intentions. Nous, on serait assez favorable à des incitations financières collectives, sur la qualité, sur de la prévention, sur de la santé publique, au moins pour amorcer à ce que les gens aient envie de travailler ensemble. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous évoquez à l'instant le projet territorial de santé, vous évoquez également les sujets d'attractivité des territoires. Je me tourne vers Isabelle Mincion. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de l'Association des maires de France et rapporteure de sa commission santé. Quel levier les élus locaux peuvent-ils actionner finalement pour faire de leur territoire un territoire de santé qui puisse répondre à la fois aux attentes des usagers autant finalement qu'à celles des professionnels? Bien, merci. Je pense que ça fonctionne. Merci beaucoup d'abord d'avoir invité l'Association des maires de France et président d'intercommunalité, parce que les élus de proximité que nous sommes, nous nous sommes en fait retrouvés à intervenir depuis longtemps et de longue date aux côtés des médecins. D'ailleurs, il n'y a pas de bon projet si les professionnels ne sont pas là. C'est forcément... On l'a toujours dit, à l'initiative des professionnels de santé, eh bien, pour soutenir ces projets et les mener, souvent d'ailleurs, je le dis, contre les avis à l'époque des DRAS et maintenant des ARS. Les maires et les élus locaux souhaitent vraiment que l'on reconnaisse tout simplement leur expertise sur les territoires et à être associés en fait aux différentes instances. Or, on constate quand même que depuis une douzaine d'années, eh bien, en fait, on a petit à petit, nous avons été un peu exclus de justement, de toute participation à la gouvernance. Les hôpitaux en premier. Alors, bien sûr, il y a les conseils de surveillance, mais comme ce sont des rapports humains, on sait très bien qu'il y a des conseils de surveillance qui ne servent à rien. Et donc, on voit bien que nos élus, les collègues sont découragés dans ces cas-là et souvent même n'y vont plus, je le dis. Hein, c'est assez grave pour le dire. Et puis, surtout, bien sûr, nous avons, nous, par notre vocation d'aménagement du territoire que nous partageons avec les régions, il faut quand même le dire, eh bien, nous avons effectivement vocation à participer à toutes ces instances. Vous avez parlé des contrats locaux de santé. Les contrats locaux de santé, c'est un outil dont nous nous sommes emparés et que nous avons accompagné au mieux, parce que je rappelle, c'est d'abord fait pour effectivement l'organisation des soins et le patient. Nous l'avons mis au cœur puisque c'est toujours son parcours de soins, son parcours de santé, comme le disait tout à l'heure.
c'est bien cela, c'est parce que l'on prend effectivement, et il repose d'abord, je le dis, sur un diagnostic qui est précis et qui effectivement nous fait faire les choix qui sont adaptés au territoire et qui sont concertés. Nous sommes absolument vraiment favorables au renforcement du lien ville-hôpital. L'Association des maires de France s'est plusieurs fois prononcée sur ce sujet et nous y sommes très attentifs. Notamment, nous sommes très attentifs à l'évolution de l'hôpital parce que nous ne sommes pas d'accord avec la définition de l'hôpital de proximité. Ça a été un peu notre sujet de discorde avec Agnès Buzyn et nous l'avons partagé avec nos collègues des départements et des régions. Et que voilà, il nous semblait que cette paupérisation annoncée ne nous convenait pas. Et d'ailleurs, on voit bien qu'il y a eu une évolution sur ce sujet-là. Et nous y serons toujours attentifs. Et donc, vous parliez des GHT. Alors, des GHT sont des vrais succès, je le dis, et des GHT, au vu de nos territoires et du ressenti de nos concitoyens, eh bien, c'est une catastrophe. Je le dis. Voilà. Et encore une fois, ce sont des rapports humains. De la même façon, sur les CPTS, il y en a, et vous l'avez dit, depuis longue date, les médecins, les professionnels se sont organisés. Et donc, ceux-là, ils sont fonctionnés tout de suite. Ils se sont emparés, effectivement, des outils proposés, des outils supplémentaires, parce qu'il en existait déjà. Je parle du dispositif PAIS, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est effectivement un dispositif qui est financé par les collectivités locales, pour le coup, mais qui aide les médecins à pouvoir assurer les soins non programmés. Et c'est immédiat, c'est 20% d'arrivée aux urgences en moins quand ça fonctionne, vraiment. Eh bien, on voit bien que là où les médecins et les professionnels ne s'entendent pas, moi je suis sur un territoire où j'ai moitié-moitié, eh bien, il n'y a rien possible et il n'y a rien qui ne fonctionne. Donc, encore une fois, les élus sont là pour accompagner, pour aider, mais on ne fera jamais à la place des professionnels. Sur, effectivement, l'attractivité, c'est un point absolument très, très important. Et je remercie vraiment M. Dio de ses propositions qu'il a fait ces dernières années sur, effectivement, les études de médecine, et notamment en région Centre-Val de Loire, avec une meilleure répartition des stages. Et donc, je voudrais dire que l'Association des maires de France a signé la charte d'accueil des étudiants en santé, quelle que soit la spécialisation choisie et quel que soit le niveau choisi, tout simplement pour pouvoir accueillir les stages et leur offrir la possibilité. Parce que si vous avez un bon maître de stage, mais que vous n'avez pas la possibilité de pouvoir loger l'interne pendant un certain temps ou l'étudiant en kinésithérapie ou l'infirmière, effectivement, ça ne sert à rien. Donc, effectivement, c'est l'organisation et je vois bien sur les territoires, d'ailleurs, à certains endroits, la région accompagne, enfin, les régions accompagnent financièrement ces investissements-là. Je vais pas, j'ai 5 minutes, donc je vais pas déborder. Simplement, nous avons plaidé, nous avons continué à plaider au sein du Ségur pour un système de santé territorial et co-construit. Je dis bien co-construit. Les élus ne feront jamais la médecine à la place des médecins, mais lorsqu'il faut venir aider, on est toujours là. Et qui connaît mieux les territoires que les élus locaux et les associations de patients, je dois le dire. Donc, si nous ne co-construisons pas, ce sera très difficile d'arriver à ce que nous souhaitons faire. Moi, je voudrais rappeler que mes amis médecins qui ont mon âge, donc ils sont tous en train de partir à la retraite, eh bien, en fait, ils sont installés dans le territoire rural où j'habite. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils avaient fait leur internat dans l'hôpital l'hôpital général qui était là. Ils se sont tous installés autour. C'est tout, c'est vraiment au cœur de tout ce que nous avons dit. Si nous ne faisons pas connaître nos territoires, ce sera très difficile de pouvoir attirer les jeunes praticiens. Alors la crise du Covid va peut-être nous aider malheureusement dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on est en train de redécouvrir que dans ces cas, la vie quand même en milieu rural, en province, à la campagne, avec les services qui vont bien, parce que tous les services existent en milieu rural,
Il y a longtemps que les communes se sont organisées pour offrir tous les services d'aide à l'enfance et même au 3e âge. Donc, redécouvre que ce service existe, que l'on peut très bien vivre ou travailler à la campagne en vivant ailleurs. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'il faut absolument dire. Et donc, nous avons vraiment plaidé au sein du Ségur pour donc vraiment cette co-construction. Et puis ma dernière, alors c'est quelque chose que je redis, mais on ne fait pas langue de bois, hein, on le dit. Les ARS, qui ont des gens formidables, qui y travaillent de façon extraordinaire, sont complètement englués dans leur gouvernance. Je ne sais pas comment ça se fait, mais maintenant sont devenus des freins finalement à toutes les initiatives. Et vous l'avez dit, le nombre d'initiatives qu'il y a est contraire. Il faut innover. Chaque territoire doit innover. Moi, je voudrais vraiment redire que, par exemple, sur la crise du Covid, eh bien, si les élus ne s'étaient pas débrouillés pour essayer de trouver les masques et d'aller chercher... moi, j'en ai fait fabriquer 14 000 avec mes petites mains, d'accord ? Et moi, je voudrais simplement rappeler que le secrétaire général de notre association, Philippe Laurent, maire de Sceaux, au mois d'avril, il avait voulu rendre le masque obligatoire et on l'avait empêché, on lui avait dit, d'ailleurs ça a été un jugement, on lui a dit qu'il n'avait pas à prendre ce genre d'initiative. Voilà, tout ça pour qu'en juillet, vous voyez, on dise le masque, c'est parfait. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci Isabelle Mention. Vous dites bien accompagner les professionnels. C'est aussi former les étudiants et mieux les accueillir. Alors forcément, je me retourne vers vous. Khalifé, vous êtes conseiller régional responsable santé dans la région Grand Est. Les conseils régionaux ont une responsabilité très forte dans le champ des formations sanitaires et sociales qu'ils financent et qu'ils agréent. Quelles peuvent être les initiatives des conseils régionaux pour mieux attirer les étudiants sur le territoire de santé ? Excellente question. Beaucoup de choses ont été dites. Bonjour à toutes et à tous. Et la région Grand Est a beaucoup travaillé dans ce domaine. Vous savez que la santé n'est pas du domaine des régions. Et c'est par l'aménagement du territoire qu'on a su rassurer les ARS dans un premier temps, pour vous répondre à ce que vous disiez, et en même temps essayer de pallier à ce problème de démographie médicale, mais de démographie des professionnels en général. D'autant plus que la région Grand Est, et chaque région a ses spécificités, c'est sûr qu'il y a de l'urbain, Strasbourg, Metz, Nancy, Reims, Troyes. Il y a 3 facultés de médecine, mais il y a aussi énormément d'écoles de formation sanitaire et sociale. Mais il y a aussi 600 km de frontières avec la Belgique, l'Allemagne, le Luxembourg et la Suisse. Ces 2 derniers sont certes un avantage, mais aussi un inconvénient de fuite des personnels soignants, pas seulement médecins, mais d'autres. Ce qui fait que régulièrement, la région est en train d'essayer de négocier avec l'ARS, notamment pour équilibrer au mieux le quota d'étudiants qu'on a. Alors, c'est 200 millions d'euros par an sur un budget d'un peu moins de 3 milliards qui sont dépensés dans les formations sanitaires, dont 110 000 pour les écoles de formation directement. C'est la seule région, à ma connaissance, qui finance entièrement les écoles de kiné. On a 200 kinés qui sortent tous les ans, qui nous coûtent 7 millions d'euros par an, pour vous dire l'investissement que la région fait pour essayer au maximum de former d'abord, mais aussi de les garder sur le territoire, ce qui malheureusement n'est pas évident, d'autant plus, mais ça c'est national, vous le savez, rien que pour les kinés, on a au mieux 95% qui restent en institution, et au mieux. Et beaucoup partent en libéral avec des installations, je dirais, para-kiné, etc., pour leur activité. Donc, la région cofinance l'immobilier aussi, finance ces formations sanitaires, a décidé pour faire d'autres actions envers les internes,
que ce n'était pas votre question, mais je le dis quand même. Envers les internes, on a uniformisé quand on a construit la région Grand Est à partir des 3 antérégions, Lorraine, Alsace et Champagne-Ardenne. On a uniformisé toutes les aides qu'on donne aux étudiants en médecine en fonction de leur éloignement de la faculté avec une prime assez conséquente. On a financé des internats dans les régions où les internes vont chez les médecins généralistes. Ces internats sont et seront ouverts en fonction des lieux aux autres professions qui sont en stage et qui sont éloignées de la ville où ils sont en formation. Donc tout ça, ce sont des actions concrètes qui ont été faites envers les étudiants des formations sanitaires et sociales. Pour répondre au CPTS tout à l'heure, là c'est l'élu de la ville de Metz qui parle de l'expérience des CLS et des CPTS notamment, la crise du Covid qui a été, comme vous le savez, particulièrement violente dans notre région, Alsace-Moselle notamment. La crise du Covid nous a appris à travailler privé et public et les médecins de ville ensemble. Et j'ai l'intention d'en profiter pour faire une conférence spéciale permanente entre les structures libérales et le CHR, le Metz-Thionville, qui était le socle à l'époque pour le département, au sein du CLS, pour poursuivre cette dynamique et essayer du moins renouer ce dialogue que j'ai connu il y a quelques années au début de mon activité ma activité médicale qui se termine dans quelques jours. Merci beaucoup. Voilà rapidement ma contribution d'aujourd'hui. Je n'ai pas évoqué, pardon, parce que la région a fait beaucoup de choses. On a un pavé de 80 pages qui retrace un peu toutes les actions envers la santé et envers l'université et la recherche et l'innovation. Bien sûr, un chapitre transfrontalier. Et je vais souligner aussi la réaction de nos universitaires et nos 3 facultés, notamment, vous en faites partie, chère Madame Femme, avec Jean Sibilla et Marc Braun, qui ont répondu à l'appel de la région pour mener une action en 10 points sur l'université et les territoires. Et c'est une action concrète qu'on espère mettre en place très rapidement avec les universitaires de la région. Merci beaucoup. On va enchaîner tout de suite avec Morgane Godhenric. Je rappelle que vous êtes présidente de l'Association nationale des étudiants de médecine de France. Je vais vous poser finalement une question assez simple. Qu'est-ce que tout ça vous inspire? On a entendu parler de la démographie médicale. Finalement, qu'est-ce qui manque pour inciter les étudiants à ensuite aller s'installer dans les territoires dont on a parlé? Déjà, je remercie la conférence des doyens et la conférence des présidents d'université de donner la parole aux étudiants aujourd'hui. Et je suis très heureuse d'avoir entendu à quel point la formation et l'accompagnement étaient importants pour les membres ici présents. Et donc, je pense que les étudiants ne connaissent pas les territoires. Et comme n'importe quel être humain, l'inconnu fait peur. Alors que si on permettait aux étudiants de connaître ces territoires, de pouvoir aller dans les stages, que ce soit dans les CH de périphérie, que ce soit dans le libéral, les étudiants seraient beaucoup plus à même à s'y installer plus tard. Alors, je pense aujourd'hui qu'il est temps d'investir dans une véritable politique de formation. Notre formation est très CHU centrée. C'est très important parce que les CHU sont quand même des hauts lieux de recherche, de formation et de soins. Mais aujourd'hui, on le voit bien, ce n'est plus suffisant. Il faut, je pense, voir beaucoup plus loin de ça. Et les étudiants, comme je disais, sont prêts à découvrir les territoires, mais pour cela, il faut leur donner les moyens. Je pense que vous êtes tous d'accord qu'il est impensable aujourd'hui de demander à des étudiants de faire des kilomètres et des kilomètres pour se déplacer dans des stages. C'est impensable aujourd'hui de demander à des étudiants de prendre un 2e logement quand celui-ci est trop loin. Je vous rappelle que les étudiants, notamment en santé, les étudiants hospitaliers, gagnent à Bac+4 grâce maintenant au Ségur 200 € par mois. C'est impensable de leur demander de prendre un 2e logement et aussi de payer les frais de transport. C'est pourquoi on aimerait beaucoup voir se développer les HTES, les hébergements territoriaux pour les étudiants en santé, qui permettraient aux étudiants en fait de se loger et d'être au plus proche de leur stage.
les indemnités de transport aussi seraient très importantes pour ces étudiants. Et enfin, l'étudiant doit être accueilli dans les meilleures conditions possibles de formation. Pour cela, il faut des maîtres de stage universitaires qui sont aujourd'hui très insuffisants. Ces maîtres de stage, en diversifiant les maîtres de stage, les profils des maîtres de stage universitaires, on donnera l'envie aux étudiants, en fait, après, de pouvoir s'installer. Je pense aussi qu'il faut investir dans, du coup je disais dans la formation, mais aussi pour se concentrer aussi sur la formation aux compétences. Je vais parler maintenant au nom des étudiants en médecine qui vont avoir une réforme du 2e cycle qui se veut sortir du dogmatisme du tout connaissance pour se concentrer aussi sur les compétences. Pour cela, il faut un investissement fort dans notre formation, en formant les professeurs, en augmentant le nombre de professeurs et notamment les centres de simulation. Sans ces investissements à la fois financiers et humains, nous n'y arriverons pas. Les avancées que nous avons obtenues dans le Ségur de la santé sont insuffisantes pour répondre à toutes les problématiques que j'ai évoquées. Et pour changer les choses aujourd'hui, je pense qu'il est indispensable que les institutions se saisissent de ces sujets et de régler ces problèmes en y investissant du temps, des moyens. Voilà. Et enfin, je pense aussi qu'il est important de rappeler l'attractivité des territoires aussi se joue. Bien sûr, on a des gros problèmes au niveau des déserts médicaux, mais aussi les territoires sont désertés souvent par les médecins et les professionnels de santé, puisqu'ils sont juste désertés par tout service public. Et un investissement aussi sur remettre le service public au plus proche des territoires permettra aussi aux jeunes médecins, aux jeunes professionnels de santé de pouvoir s'y installer. Donc je pense que les étudiants aujourd'hui sont prêts à travailler en interprofessionnalité, ils sont prêts à une meilleure coordination entre leurs professions, ils sont prêts à travailler avec les patients en essayant d'investir dans une formation aussi par le patient. Aujourd'hui, les étudiants ils tendent la main aux institutions. Je pense qu'il est grand temps maintenant de la saisir pour faire changer les choses. Merci Morgane. Oui. Peut-être. Alors, à ce stade de notre débat, effectivement, nous remercions celles et ceux qui vous posent des questions. Il y a beaucoup de commentaires. Et puis, il y a évidemment des questions. Je vais essayer d'en faire la synthèse et vous demander de répondre. Charles nous demande d'où peuvent venir les incitations pour entraîner une vraie mutation de l'université, pour réorienter formation, recherche et services vers plus de responsabilité sociale. Je crois que c'est ça le terme fort. Dans un territoire. Christelle nous demande effectivement également d'envisager, comme cela d'ailleurs a été dit, de revoir le management en milieu hospitalier et son impact sur la prise en charge des patients. Quels moyens, et c'est souvent des questions de moyens qui sont posées, donner aux professionnels pour mettre, je crois que c'est important, du lien humain entre les professionnels de santé. Vous parlez d'adapter les formations en santé, mais de quels axes d'amélioration s'agit-il? Quels moyens allouer pour accompagner le changement dans le système de santé? Et finalement, d'autres questions peut-être plus précises posées aux responsables politiques. La loi NOTRe a fait entraîner des pertes d'influence des régions dans le secteur de la santé, malgré peut-être ce que dit le docteur Khalifé. Les régions ne sont-elles pas devenues trop grandes? Comment le mouvement associatif peut-il s'inscrire dans des demandes très pressantes des citoyens sur le sujet de la santé? Et puis, nous constatons, par exemple, dans notre région, la disparition des maternités. Cela fait courir beaucoup de risques aux jeunes mères et à leurs enfants. Trop de déplacements, pas assez de structures de proximité comme les maisons de naissance. Et enfin, je termine par les universités travaillent-elles suffisamment avec les régions et les élus? Voilà quelques sujets assez généraux qui vous sont posés, mais qui donnent probablement le ton de vos interlocuteurs. Si vous pouvez y répondre en quelques minutes, puisque nous attendons l'arrivée des ministres. On va peut-être profiter de la question sur les associations, je pense, pour demander à Gérard Raymond de nous répondre. Pour la session. Exactement. En d'autres termes, Gérard Raymond, c'est que font les associations? Pas grand-chose, mon cher ami, vous le savez parfaitement bien. C'est une excellente question, parce qu'en plus, elle est d'actualité. Je pense qu'on voit bien aujourd'hui notre société avoir une tendance à promouvoir la démocratie directe et l'intervention citoyenne individuelle. Et je pense que dans le cadre de la démocratie en santé, c'est bien quand même
la représentativité des usagers de la santé au travers des associations agréées du système de santé que doit passer donc cette voix des usagers de la santé. Et que font les associations de patients? Je pense qu'effectivement, elles ont elles aussi une énorme responsabilité aujourd'hui d'évoluer, de passer du cadre de l'indignation et de la contestation, elles se sont créées sur ces valeurs-là, de passer aujourd'hui dans la co-construction et dans la réflexion et dans une certaine professionnalisation de leur action et de leur mission. Et donc, effectivement, il faut que les associations représentant les usagers de la santé soient quand même en capacité aujourd'hui de parfaitement évoluer pour pouvoir mieux représenter l'ensemble de nos concitoyens, les faire participer aussi aux réflexions, parce que c'est de l'expérience collective. Donc nous aussi, dans cette transformation du système de santé, mais aussi de notre société, nous avons notre part de transformation à assumer. Je vais bien répondre aux maternités, ce qui permettra de prendre la parole pour les élus. Les maternités, je pense que c'est l'épiphénomène de tout ce qui a été décrit préalablement. C'est-à-dire que pour une maternité, il faut des usagers de cette maternité, il faut des professionnels de santé. Quand il n'y a plus de professionnels de santé, il n'est plus en mesure, il n'est plus possible de maintenir ces maternités. Et s'il n'y a plus de professionnels de santé, c'est parce qu'il n'y a plus de cité, en fait. Et donc, pour cela, c'est une responsabilité collective. Il faut maintenir, et je reprends les propos de Morgane, c'est-à-dire que former les étudiants est une chose. Il faut absolument, quelle que soit la formation en santé, consolider le statut de maître de stage pour mieux former. Il faut être en mesure d'accueillir les étudiants. Les propos étaient très vrais sur les frais de déplacement, sur l'incapacité à avoir un double hébergement. Et donc, pour cela, il faut un engagement collectif, y compris de nos élus locaux. Oui, alors, le point des maternités, vous savez que c'est quelque chose qui a vraiment préoccupé beaucoup nos collègues maires pour ceux qui ont vu leur maternité fermée. Voilà, lorsque vous savez qu'après, pour aller accoucher, il faudra 1 heure, 1 heure et demie de route. Et lorsque vous êtes en montagne ou moyenne montagne, il vous faudra le double, voire le triple quand il y a de la neige. C'est un vrai souci, un vrai crève-cœur. Et vous avez parfaitement résumé cela. Moi, j'ai posé, on m'a dit oui, mais de toute façon, souvent on ferme parce que les obstétriciens qui sont là, ils sont vieux, ils n'en font pas assez, ils ne sont pas bons. Donc de toute façon, il vaut mieux fermer et envoyer ailleurs. Alors moi, je pose la question, est-ce qu'il vaut mieux accoucher dans une voiture de pompiers ? Je vous signale qu'en ce moment, les pompiers volontaires, il y en a qui sont formés aux accouchements. Je le dis, je ne sais pas dans quelles conditions, ni dans quelles... Moi, je ne sais pas s'il vaut mieux... Alors on m'a dit, oui, mais si on accouche dans la voiture de pompiers, c'est que tout va bien. Bon, alors moi, je ne sais pas, mais j'ai eu la chance d'accoucher à l'hôpital et je trouve ça plus formidable. Mais ça repose aussi la définition des hôpitaux de proximité, parce qu'un hôpital de proximité n'a pas de maternité. D'accord ? Donc c'est pour ça que nous sommes battus pour que, quand on nous annonçait la création, je ne sais plus, de 500 ou 600 hôpitaux de proximité, ce n'était pas que la transformation des hôpitaux locaux qui était au nombre de 300. Nous, on a bien vu qu'il y avait des hôpitaux généraux qui allaient être dégradés en hôpitaux de proximité. Donc c'est pour ça que, alors je dis les associations, parce que je parle de l'association des départements de France et l'association des régions de France, voilà, nous travaillons ensemble au sein d'un organisme qui s'appelle Territoire Uni, et que c'est vraiment préoccupant. Je vais répondre rapidement. Les régions sont trop grandes, je suis d'accord, mais je laisse mon collègue répondre. Mais simplement, je voudrais dire qu'au sein de l'ARF, parce que je suis aussi conseillère régionale, l'ARF, l'Association des régions de France, demande effectivement que les ARS soient effectivement sous la gouvernance des régions, parce que ça pourrait éviter toutes les cacophonies qu'il y a eu entre les ARS et les préfectures de région au moment du Covid. Mais c'est peut-être pas le sujet ce soir. Mais voilà. Merci. Allez-y, je vous en prie, monsieur. On terminera sur cette intervention. Je voulais juste dire que les régions sont grandes, effectivement, mais ce n'est pas à ma collègue et moi et des centaines d'élus régionaux d'en décider autrement, surtout qu'on a travaillé pendant quelques années pour justement faire région, comme on dit, et construire ces régions. C'est vrai qu'on a l'impression qu'elles sont grandes, mais c'est à cette échelle-là que le travail est encore plus intéressant. Je rappelle que la région Grand Est a décidé d'avoir des maisons de région dans chacune des grandes villes et agglo, donc il y en a une vingtaine, si je ne me trompe pas, dans les 10 départements.
Et puis, le sens serait que ces régions aient un peu plus de compétences et qu'il y ait un peu plus de décentralisation, rien qu'en santé, mais dans d'autres domaines aussi, et enseignement et autres. Quand on voit les langues allemandes qu'on connaît bien à côté de chez nous, notre budget Grand Est est d'un peu moins de 3 milliards. Les landes allemands qui sont pas loin et qui sont encore plus petits, on est un peu moins de 6 millions dans le Grand Est, ont entre 25 et 45 milliards d'euros de budget annuel, donc entre 3 et 50 milliards. Il y a une différence et c'est lié essentiellement aux compétences et à la décentralisation, ce qui malheureusement n'est pas le cas aujourd'hui chez nous. Docteur Khalifé, peut-être sur cette loi NOTRe qui aurait réduit votre rôle dans la santé et l'innovation, vous confirmez? Pas du tout, pas du tout. La région n'a jamais eu de rôle dans la santé. La santé est une compétence régalienne de l'État et tout ce qu'on fait au niveau de toutes les collectivités, je l'ai dit tout à l'heure, pour ne pas passer au tribunal administratif, on fait tout ce qui est santé au niveau de la commission aménagement du territoire et non commission santé. Donc mon action dans le Grand Est est plutôt transversale que mission spécifique. Merci. Merci. Si vous le voulez bien, je crois qu'on peut clore cette table ronde. On vous applaudit. Merci On vous beaucoup. remercie. Merci. Hein ?